Eh bien, peut-être pourrions-nous débuter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour dans toutes vos régions. Annie, Audrey, Aurélie, Anne-Julie, Béatrice, Caroline, David, Gaëtan, Lynn, Manon, Marc, Marianne, Marie-Christine. Bonjour à tous. Roxane, Sandra, Sieb, Sonia, Stéphanie, Véronique. Bonjour, je suis très heureuse que vous soyez présente et présents aujourd'hui. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je tiens à remercier l'Institut universitaire d'organiser cette belle présentation. Et en fait, c'est très curieux. Je ne sais pas combien de personnes vont avoir été à la présentation juste avant, mais on est vraiment dans un tout autre sujet. On passe des 65 ans et plus à le groupe 15-25. Donc, on est vraiment dans un opposé. Puis, hier, je préparais cette présentation. Et puis, vous allez voir, je vais nous faire un bond dans le temps, et non pas dans le futur, mais bien un peu dans le passé également, en préparant cette. Et vous allez comprendre un peu où est-ce que. Où est-ce que j'en viens. Et puis, je voulais débuter en disant, aujourd'hui, on va vraiment travailler sur mon nouveau bébé, hein, le traitement Virtua. On va prendre le temps je vais essayer de vous l'expliquer où est-ce qu'on en est. Puis, on n'aura pas de données, malheureusement, comme l'autre équipe, comme l'équipe de Vincent a proposé, mais je vais quand même essayer de vous décrire le plus possible de qu'est-ce qu'il en est et où est-ce que nous en sommes. Mais d'abord, je voulais vous rassurer pour tous ceux qui ont participé à l'autre présentation qui était fort intéressante, qui était fort riche, dire que l'équipe de Vincent a commencé en disant la population vieillit, hein, mais je tiens à vous rassurer que ce n'est que la population qui vieillit et nous ne vieillissons pas. Donc voilà, ce n'est pas très scientifique, mais ça peut vous rassurer ce matin que juste la population, mais nous, on échappe à cette. Particulièrement quand on fait de la recherche. Donc, je vous invite tous à faire de la recherche pour rester toujours jeune. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, voici mon plan de match. J'ai 1 heure pour discuter avec vous. On va commencer par faire un peu d'histoire. Puis ensuite, on va parler du projet actuel. Donc, je vais essayer de vous donner un peu les idées de comment s'est construit ce projet-là. Puis vous allez reconnaître plein de noms. Vous allez dire, mais oui. Puis je vais essayer de passer rapidement pour plutôt vous parler de maintenant où est-ce qu'on en est et puis qu'est-ce qu'on veut créer particulièrement. Donc, voilà. Mais avant, j'avais envie de vous faire un tour d'histoire. Je vous ai dit, on va parler. Et comment a commencé? Ça a commencé il y a un peu plus longtemps que j'ai dit 15 ans. Là, je me suis gardé une petite gêne de dire plus longtemps, mais je m'intéresse à la cyber depuis plus longtemps. Mais nos premières données remontent à 2012. Les premières fois, en tout cas, dans les premières fois importantes, on va se dire ça comme ça, où est-ce qu'on a commencé à collecter des données, c'était en 2012. 2012, c'est à peu près 10 ans. Et là, je vous dis, non, ça n'a l'air rien, mais je vais vous montrer qu'est-ce qui se passait il y a 10 ans. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais partager avec vous. J'espère que ça va bien fonctionner. Oups. Donc, je partage encore mon écran. Et ça va peut-être vous faire sourire un peu. Parce qu'en fait, en 2012, peut-être vous en souvenez-vous, mais il y avait dans la chanson We Are Young, hein, je ne sais pas si. Et je trouvais ça fort intéressant parce que vous allez voir, je vais vous présenter quelques petites secondes de ce vidéo-là et regardez la technologie qu'ils vont vous passer. Ça va vous rappeler où est-ce que nous en étions il y a à peine 10 ans. Nous avons, donc, c'est pour vous rappeler, donc, We Are Young, hein, je pense que c'est en plus, ça nous met un peu dans le thème, on va parler des jeunes, on va parler donc de tout ce qui est le contraire de la population avant. Et j'espère que vous avez remarqué comment l'écran est intéressant du téléphone cellulaire de la jeune fille avec les applications, hein. On voit qu'on est dans un autre monde où est-ce que, en 2012, en fait, il n'y a que 48% de la population qui possède un téléphone intelligent. Et puis, c'était un article de journal que je trouvais hier. En 2012, il y avait 24% qui avaient une tablette et ils ne la consultaient pas tous les jours. Donc, il y a 10 ans, même si vous avez l'impression que votre cell fait partie de votre vie puis qui est tatoué dans votre main, et peut-être si vous avez un ado qui le possède et que c'est comme sa deuxième, sa troisième main, ou des fois c'est un deuxième bout de cerveau, mais non, c'est pas comme ça. Fait que quand on a commencé nos données,
les premiers projets qu'on a fait avec Natacha Brunel, avec Joël Tremblay, le premier projet que vous avez entendu beaucoup parler, Cyberjeunes, qui nous donnait une sorte de photo de ce que faisaient les jeunes à cette époque-là, eh bien, on était dans cette époque-là, là. We Are Young, avec le cellulaire, avec les BlackBerry qui essayaient de se revoir, puis avec la moitié de la population qui avait un cellulaire. Donc, à peu près aucun jeune, aucun ado avait cette technologie-là dans les mains il y a 10 ans. Et à ce moment-là, on se disait, quand on se posait des questions, on était déjà préoccupés, puis il n'y avait pas tous des selles dans leurs mains. On se disait, oups, combien d'heures? Puis on était aux alentours de 20 heures, hein, c'est juste vous rappeler. Et c'est à la même époque qu'on a fait le fameux projet Virtuado, dont peut-être vous avez sûrement entendu parler et vous êtes peut-être j'en peux plus d'en parler. Mais c'est pour vous donner un peu les bases de où est-ce que de comment on a commencé. Donc, on avait commencé en même temps qu'on faisait l'étude de Cyberjeunes dans les écoles, on se questionnait de qui vient en traitement. Et juste pour vous dire, on en avait rencontré 80 à cette époque-là, des jeunes, on avait recruté pendant 1 an et demi, et on avait recruté 80 jeunes pour pouvoir voir un peu qui était-il, pourquoi demandait-il de l'aide. Et juste vous rappeler 3 petites choses peut-être qui sont importantes avec Virtuado, c'est dire que c'était beaucoup des garçons à cette époque-là qui jouaient à des jeux vidéo. Et on avait vu un portrait hyper complexe en clinique avec beaucoup, beaucoup de comorbidités, d'un risque suicidaire élevé. Hein, on avait à peu près 21 %, donc presque le quart, qui avait eu un plan dans la dernière année. Donc, on avait vu avec le projet Virtuado un portrait clinique super complexe de ceux qui avaient besoin d'aide. Puis quand on avait été voir dans notre population générale, donc en 2012, on avait vu quand même des éléments qui disent oui, il y en a aussi dans la population qui ne demandent pas d'aide. Ces 2 projets-là ont été, je vous dirais, un peu les premières pierres d'assises de nos différents projets parce que Virtuado, puis si on vous en a autant parlé, c'est parce que ça a été quelque chose de très important pour Sylvie et moi. Ça a été un projet coup de cœur parce qu'on a travaillé avec les cliniciens. On a travaillé avec les cliniciens pas juste pour documenter, pas juste parce qu'ils se sont impliqués en tant que chercheurs ou co-chercheurs dans le projet, mais également parce qu'on a réfléchi à l'interprétation des données. Puis moi, dans mes beaux moments de ma vie de plaisir, là, ça a été quand on a eu tous les cliniciens puis qu'on a monté les résultats bruts puis qu'on les a analysés. Et ça, on l'a fait 2 fois. Puis moi, c'est dans mes moments les plus riches de ce que j'ai fait parce que c'était comme, j'ai eu des perspectives d'interprétation que j'aurais jamais eues juste avec une toute petite équipe. Et donc, c'était vraiment un moment de co-construction, de savoir qu'on avait envie de répéter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a fait beaucoup de présentations sur le projet Virtuado dans tous les milieux. On a écrit des articles avec ça. Mais au-delà des retombées, c'est ces moments de réflexion commune qui ont été vraiment les plus riches pour nous. Et quand on retournait dans les milieux, tout le monde nous demandait, ou en tout cas plusieurs personnes nous demandaient, ouais, mais c'est quand la suite? Et là, la suite a été plus longue que ce que j'aurais anticipé, ce que j'aurais souhaité. On a fait toutes sortes de démarches parce qu'à l'époque où on a fini Virtuado, on est en 2017, il y a quand même des enjeux en 2017 qui se passent, puis c'est pas vieux 2017, là, c'est hier, mais il y avait encore beaucoup de controverses. Et il y avait des phénomènes qui commençaient à émerger, mais maintenant qui sont plus importants. Donc, on est parti de Cyberjeunes en 2012 et Virtuado qu'on a collecté les données, donc 2012-2013. Et là, il y a des nouveaux. Donc, dans les 10 dernières années, j'avais envie de vous dire, il y a tellement de nouveaux phénomènes qui sont apparus que maintenant, on a besoin d'avoir des nouvelles données, mais on a besoin de faire quelque chose parce que vous allez voir, le portrait a changé. Quand on va parler des nouvelles choses, bien, vous connaissez Fortnite. Fortnite a émergé en 2017, donc toutes nos données n'ont pas pris en compte tous les nouveaux jeux. À l'époque, quand on regardait avec Cyberjeunes ou avec Virtuado, le phénomène de Twitch n'existait pas. Hein? Twitch, il regardait des gens jouer à des jeux vidéo. Ça n'existait pas. Le e-sport n'existait pas également. Donc, on a quand même un portrait. Donc là, vous voyez, on a une augmentation de l'offre et une diversification de l'offre des jeux vidéo qui est très différente de nos premiers portraits. Il y a bien entendu la pandémie qui a changé des choses. Il y a eu une augmentation du temps d'écran, une diminution
des règles familiales, une augmentation des jeux. Il y a eu d'autres concepts qui sont nés. Je parlerai du concept d'hyperconnectivité, hein, le concept de la santé publique. Pour vous dire, l'hyperconnectivité habituellement est considérée comme étant 4 heures d'écran. Hein. Ils vont mettre l'hyperconnectivité, ils vont mettre l'ensemble des écrans. Donc, on inclut Netflix, on inclut tout ça. Donc, si on est à plus de 4 heures par jour, eh bien, on serait considéré avec hyper connecté. Et là, je vous montre des résultats, peut-être qu'il y en a qui les ont déjà vus, là, mais chez les 6e années qui a été fait, donc pendant la pandémie, c'est l'équipe de la santé publique de Montréal, donc l'équipe de Jean-François Biron, qui les a sortis. Donc, juste pour vous montrer, avant la pandémie, on avait à peu près 20 des jeunes qui étaient 4 heures ou plus. Et là, quand on regarde pendant la pandémie, hein, donc 4 heures et plus, on est à 43 Donc, pour Jean-François Biron, en 6e année, on avait à peu près 43 des jeunes qu'on doit se préoccuper. Et quand il va parler d'hyperconnectivité, il va parler de méfaits. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs méfaits qui vont être associés. Et quand je vais parler de méfaits ou de conséquences, je vais parler de problèmes de sommeil, je vais parler de problèmes en termes d'estime de soi, de satisfaction de la vie, de détresse psychologique. Bref, même quand on n'atteint pas le diagnostic, on constate qu'une augmentation du temps d'écran va avoir une association avec des conséquences négatives. D'où l'importance de faire de l'intervention, etc. Donc, il y a eu l'apparition de nouveaux concepts, hein, comme l'hyperconnectivité, mais qui est un concept très québécois, je vous dirais. Et bien entendu, depuis qu'on a commencé, hein, en 2012 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il y a eu aussi l'apparition qui est quand même très importante du trouble du jeu vidéo, hein, donc par une reconnaissance officielle par l'Organisation mondiale de la santé. Si le DSM alors que le DSM est sorti plutôt en 2014, tout ce qui avait été fait avant, hein, donc, avait été collecté donc, en 2010, 2011, 2012. Et comme je vous ai dit à cette époque-là, ni Fortnite, les tablettes étaient à peine inventées, hein, les tablettes de ces 2010. Bref, on avait assez peu de données sur ce qui se passait. L'Organisation mondiale de la santé, en 2019, donc il y a 2 ans, a reconnu officiellement le trouble du jeu vidéo, et ça malgré le lobby très, très important de l'industrie des jeux vidéo. Et donc maintenant, on a un diagnostic. Et donc, en 10 ans, voyez-vous un peu tout ce qui a changé en termes de connaissances. L'ampleur de la problématique a également changé dans les 10 dernières années. Quand on a publié en 2019, et toujours avec nos cyberjeunes, là, donc ceux qu'on connaissait, donc qu'on a collectés en 2013, 2012, 2013, on avait 18 des jeunes pour lesquels on était préoccupés. Hein, qu'on disait, ils sont beaucoup là-dessus, hein, il y a des petits méfaits, il y en a qui disent qu'ils négligent certains aspects de leur vie, que ça l'empiète sur leur sommeil. Donc, on voyait là pour un 18 Quand l'étude a été refaite, donc avec une autre cohorte, avec une équipe avec laquelle je travaille, le projet Hardy, qui est un projet sur l'anxiété, donc une équipe avec l'équipe de Sherbrooke, et bien quand on a regardé ce projet-là, les données avec le même instrument, avec notre fameux IAT, donc quelques années plus tard, hein, eux, ils ont collecté, donc 5 ans plus tard, les données, ou 6 ans, on avait doublé presque le nombre de jeunes pour lesquels on se préoccupait. Donc, un jeune sur 3, on disait, c'est beaucoup. Mais si on s'intéresse plus à ce qu'on voit en clinique, hein, on était en 2016, donc entre 2015-2016, à 1,3 de nos jeunes qui avaient un problème qu'on trouvait qui atteignait le seuil clinique, là, qui avaient besoin d'aide dans les centres de traitement. On était à 1,3 Et maintenant, donc, quelques années plus tard, on est plutôt aux alentours de 3 Puis c'est à peu près ce qu'on va voir dans le monde entier. Mais voyez-vous, donc, il y a une augmentation du problème de cyber. Vous allez me dire, oui, mais la cyber, c'est quand même pas si gros que ça. C'est vrai, hein? Mais quand on commence à doubler ou à tripler la prévalence d'une problématique, bien, on peut quand même se préoccuper, puis on doit faire quelque chose. Juste pendant la pandémie, donc, juste pour vous dire, il y a eu une augmentation d'environ 2 heures d'utilisation pour les loisirs
Et quand vous regardez, fait qu'on a passé de 21 à presque 23. Puis, dans les années, vous vous souvenez, en 2012, on était à 19 heures. Fait que, on augmente, mais on augmente un petit peu. Mais là, 22 heures, c'est en fait 23 heures, c'est du temps où est-ce qu'on est assis. Et puis, quand en plus, on fait beaucoup d'écran parce qu'on on est en Zoom toute la journée, bien, ou on est assis toute la journée, ça fait beaucoup de temps d'inactivité. Et ça, c'est du temps auto-rapporté. Hein. Si je savais un peu combien ils faisaient, si j'avais ici combien leur temps d'utilisation, c'est clair qu'on ne serait pas dans 23, je serais probablement dans une dizaine d'heures supplémentaires. Mais dans l'auto-rapporté, on est dans le 23 heures. Et on a utilisé dans les dernières années un instrument un petit peu moins sensible que le SIUS. Là, ça nous inquiétait. On trouvait que c'était presque hypersensible en raison de certaines questions qui dataient du début des années 2000. Fait qu'on le trouvait moins bon. Donc, on a pris un instrument qui est validé puis qui est validé partout dans le monde, dans 18 langues. Et on l'a utilisé donc en 2019 et une année plus tard. Et vous voyez ici, je pense que c'est quand même important de voir qu'il y a eu une augmentation du nombre de jeunes à risque en une année. Autrement dit, la pandémie a changé beaucoup de choses. Et peut-être les dernières choses que je voulais en termes d'histoire, c'est vous dire, bien, il y a une reconnaissance maintenant avec le plan interministériel où est-ce que la cyberdépendance a été reconnue comme une dépendance comme toutes les autres. Et donc, je pense que ce qui est intéressant de voir dans ce point-là, c'est de dire, là, si j'avais pu, j'aurais envoyé des confettis de « enfin, c'était reconnu ». Mais c'est de dire, dans les 10 dernières années, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu, d'abord, on a commencé à comprendre le phénomène. Ensuite, il y a eu comme une reconnaissance officielle à la fois par l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas rien, mais à la fois par notre gouvernement. Et puis, en fait, le monde clinique est toujours resté mobilisé en disant « Nous sommes inquiets, faites quelque chose ». Et c'est vraiment comme ça qu'on a été voir depuis, je vous dirais, 2017. Donc, j'ai bien des défauts, mais je suis persévérante, je vous assure. Peut-être un peu trop, diraient mes enfants, mais bon. Hein. Donc, on a donc beaucoup de changements qui ont été faits et les gouvernements ont bien répondu parce qu'ils nous ont octroyé quelque chose dont je vais vous parler, de l'argent pour faire notre projet Virtua. Depuis 2012, il y a eu aussi des instruments. Il y a eu plein de choses qui ont été faites pour nous mener à Virtua. Hein? On ne part pas de je commence à documenter, j'essaie de comprendre, j'ai une reconnaissance à j'invente un traitement. Il y a comme des étapes qui ont dû être faites, puis c'est long, ces étapes-là, et des fois, c'est difficile. Il y a eu en prévention le projet Pose ton écran. Hein? Peut-être que vous le connaissez, je vous invite, mais je n'en parlerai pas vraiment parce que ce n'est pas ça. On a travaillé un outil de détection, hein, le débat Internet. Il y a des choses en intervention précoce qui sont en train de se faire avec Karine Bertrand. On vous en parlera plus peut-être en janvier ou en février. Il va y avoir des recommandations pour la cyber également. Et maintenant, nous en sommes rendus à Virtua. Donc, le débat, je vous le montre rapidement, mais vous le connaissez peut-être. Puis, vous avez les références. Valérie pourra vous faire parvenir s'il y en a qui veulent en savoir plus. Hein, l'outil de détection qu'on a lancé juste avant la pandémie en 2019 et qui sera peut-être révisé dans les prochaines années. Et puis, maintenant, vous savez, Joël Tremblay avec Nadine et Francine travaillent sur toute l'évaluation des instruments, enfin, les évaluations qu'il va y avoir dans les CRD. Et puis, moi, je travaille avec eux pour le volet cyber. Et puis, on a développé pendant ces quelques années-là un instrument, une évaluation plus diagnostique qu'on va être en mesure de bien vous présenter. Je vous dirais peut-être l'an prochain ou dans 2 ans maximum, là, mais qui est assez lourde, mais qui s'appelle WebAddict. Donc, j'ai hâte de pouvoir dire, OK, c'est validé. Donc là, présentement, on est dans la validation, on est comme dans la finalisation un peu. Mais on n'avait pas le choix de faire ces étapes-là avant d'aller dans le traitement parce que pour pouvoir commencer un traitement, il faut être équipé un peu pour dire bien, quel est le portrait clinique que l'on voit. Donc, on avait besoin de toutes ces petites étapes préliminaires-là qui nous ont amenés
vers maintenant ce qu'on va appeler le nouveau traitement Virtua. Ce traitement est subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est le MSSS qui nous ont donné ce budget-là. Et on reçoit également l'aide de deux partenaires fort importants, l'Institut universitaire sur la dépendance, qui travaille, qui nous aide à faire tous les liens avec le ministère. Là, non seulement ça, mais en plus, qui nous donne des ressources pour tout le transfert des connaissances et même pour la construction du manuel. Valérie Van Bruck fait partie de l'équipe et vraiment, c'est un bonheur d'avoir du soutien de l'Institut et puis de cliniciens comme Valérie. Et puis, vous connaissez, j'aurais pu l'inviter, puis je m'excuse, j'ai des problèmes de gestion d'horaire, là. J'ai également ma partenaire de toujours, Sylvière Gagnon, avec le CIS de la Naudière, qui est co-chercheur sur ce projet-là et qui est avec moi depuis pas toujours, là, mais depuis toujours depuis tous nos projets Virtuado, etc. Là, donc, elle est toujours avec moi pour ces projets-là. Et donc, son centre collabore beaucoup et donne une aide infinie pour que Sylvie puisse travailler avec moi. Donc, Virtua, vous êtes les premiers. Donc, vous êtes les 49 premiers, 48 premiers à voir le logo que nous avons décidé mardi dernier. Il n'était pas tout à fait comme ça lors des premières. Pourquoi Virtua, vous demandez-vous? Vous allez dire, elle n'est pas très originale. Au début, on voulait l'appeler le traitement Virtuado. Mais comme on va jusqu'aux adultes, eh bien, on trouvait que Virtuado, c'était un peu péjoratif pour nos 25 ans. Hein? Donc, le traitement qu'on a proposé de développer au ministère, c'est 15-25, donc ados et jeunes adultes. Et ensuite, il y aura peut-être des validations pour les plus petits, hein, les 6-7, les 10-12 ans. Là, on ne pouvait pas les inclure, c'était trop complexe en termes de, pas juste d'aspect éthique, mais en termes de stades développementaux. Donc, on fait les ados et jusqu'aux jeunes adultes. Et peut-être qu'un jour, il y aura une phase 2, et j'espère une phase 2 et une phase 3 pour les peut-être un peu plus vieux, juste pour s'assurer qu'on peut adapter à adulte et pour qu'on puisse adapter pour peut-être plus jeunes. Donc, c'est sûr que je vous dirais que c'est un premier pas et j'espère qu'il y en aura vraiment plusieurs. Virtua, A pour ado, A pour adulte, A pour addict. Au début, on voulait appeler ça Virtuaddict. A pour habilis, parce qu'en fait, ce que l'on souhaite, c'est d'amener des compétences pour créer, et là, vous le voyez peut-être un tout petit peu, un équilibre hein, dans notre V et dans notre A, un équilibre dans la vie hors ligne et en ligne. Contrairement aux autres substances, hein, où est-ce qu'on peut vraiment avoir de l'abstinence, contrairement aux jeux d'hasard et d'argent, où est-ce qu'il peut y avoir de l'abstinence. Quand on travaille avec une application ou avec Internet, c'est clair qu'il n'y aura pas d'abstinence, pas particulièrement, pas dans le monde dans lequel on est. Hein. Et donc, il va falloir être capable que la personne soit en mesure de trouver cet équilibre de vie hors ligne et de vie en ligne. Et on voudrait justement le refléter ainsi. Et donc, le T pour cet équilibre dans le monde en ligne. Donc, voilà pour notre logo et le nom du projet dont vous allez entendre parler dans les prochaines années, abondamment, je l'espère. Donc, qu'est-ce que Virtua? Bien, ce n'est pas compliqué. C'est le développement d'un traitement qui va être manualisé. Donc, autrement dit, on s'inspire un peu, mais là, je vous dis bien, on s'inspire un peu de ce que Robert Ladouceur avait fait pour les jeux d'hasard et d'argent, c'est-à-dire de donner une sorte de canevas. Mais un canevas, vous allez voir qu'on ne veut pas rigide. Surtout pas. On veut aider les cliniciens à avoir les meilleures pratiques. Et pour ce faire, on a décidé de développer donc un traitement avec des différents thèmes, avec des outils pour qu'on puisse l'appliquer et qu'on se développe un langage commun. Et donc, ça, c'est la première étape de ce projet, donc développer le manuel de traitement. Et la deuxième, c'est de faire une comparaison ou de voir l'efficacité de ce manuel de traitement-là ou du traitement Virtua en le comparant avec ce qu'on faisait avant. Donc, c'est une comparaison donc, de gens pour lesquels on va appliquer le traitement en comparaison avec ce qu'on appelle le traitement auparavant. Voici toute l'équipe, mais pas toute l'équipe, il y en a encore d'autres. Malheureusement, je n'avais pas les photos de tous mes étudiants pour
pour vous les présenter. Brièvement, il y a, je vais vous la montrer, pas si les photos, mais je vais vous les montrer peut-être par écrit parce que comme il manque des photos. Donc, dans l'équipe, il y a 3 instances qui réfléchissent à ce gros projet-là. Là, ça a l'air petit et dire, ben oui, tu peux t'asseoir puis écrire quelque chose. Ben, c'est pas comme ça, vous savez, des fois, on aime ça, se compliquer la vie ou d'être le plus... d'aller au bout des choses. Donc, on a une équipe de recherche qui travaille là-dessus. On a aussi un comité d'experts, puis on a un comité de validation. Je vous explique. Donc, dans le comité de recherche, eh bien, il y a 2 cliniciennes avec une grande expertise, Sylvie et Valérie Van Mouric, que vous connaissez tous, Sylvie Argagnon, qui sont dans l'équipe de recherche, dans l'équipe plus restreinte. Ensuite, il y a mes étudiants au doctorat, Christine Lavoie, qui fait sa thèse sur l'anxiété et la cyberdépendance, Lucie Barubé, qui travaille TDAH et cyberdépendance, et Catherine Gatineau, qui va travailler sur les proches et cyberdépendance. Donc, mes 3 étudiantes qui travaillent sur ce projet-là. Et comme co-chercheurs, il y a Nadine Blanchette-Martin et Francine Ferland. Et donc, Sylvie, Valérie, Christine, Lucie et Catherine, on est vraiment la petite équipe qui vont développer chacun des modules. À cela s'est ajouté, malheureusement, j'ai complètement oublié mon nouveau coordonnateur clinique qui est engagé depuis quelques jours à peine, Stéphane Cyr Desjardins, qui va nous aider à coordonner le projet qui est quand même assez gros. Voici donc notre équipe de recherche. Et puis, nous, on travaille, on se rencontre, je vous dirais, aux 3 semaines, puis là, on développe, puis on développe chacun des modules, puis là, on s'échange, puis on critique, puis on réfléchit ensemble. À cela, on ajoute un comité d'experts qui, lui, nous conseille et nous encadre un peu. Dans le comité d'experts, il y a Guylaine Sarrazin du CIS de l'Estrie. Il y a Miguel Thériault du Centre Grand Chemin, Andréane Légaré de l'Université de Sherbrooke, Lucia Romo, qui est une chercheure à l'Université Paris-Nanterre de France, et Yasser Casal, qui est psychiatre et clinicien au CHU de Lausanne. Autrement dit, notre comité d'experts, c'est des cliniciens d'expérience qui ont vu beaucoup de cyberdépendants également et qui réfléchissent avec nous pour vraiment nous guider et pour valider ce que l'on est en train de développer. Et le comité d'experts a été mis en place il y a déjà 1 an, et je dirais même 2 ans, et réfléchit avec nous, je voudrais, 4 fois par année au moins, pour dire oui, on trouve ça bon, moins bon, allez vers là, oups, avez-vous pensé à ça? Bref, un comité qu'on utilise vraiment beaucoup et qui est très généreux de son temps. Et lorsqu'on va avoir notre première version, je vous dirais, du manuel de traitement, eh bien, il va être proposé à 2 ou 3 experts internationaux. Il va être proposé à Joël Bilieu, qui est un de ceux qui a le plus écrit en cyberdépendance avec Yasser Casal. Et il va être proposé également à Sophia Achad, qui est probablement une des psychiatres qui en a vu le plus en Suisse de cyberdépendants, pour voir que pense-t-il de ce manuel-là. Donc, ça, c'est notre comité d'experts internationaux. Et puis, ensuite, il y a un autre comité d'experts qui est tout aussi important que nos experts internationaux, et ça, c'est grâce à Valérie qui a amené cette excellente idée-là. On a aussi ce qu'on appelle des experts concernés qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de notre manuel pendant qu'on l'établit. Et ça, ce sont des utilisateurs, donc des jeunes qui ont eu un problème de cyber, qui ont été en traitement, puis qui lisent, qui vont commencer à lire bientôt plutôt le manuel de traitement pour dire oui, ça, bonne idée, moins bonne idée, pas pantoute. Bref, qui vont critiquer notre travail avant qu'on commence à faire une première implantation. Puis quand on va en avoir fait une première implantation, bien, on va repasser avec les résultats pour voir qu'est-ce qu'on en pense. On va avoir de la réflexion, puis après ça, on va, j'espère, proposer une bonne version finale, une bonne deuxième version. Quels sont les objectifs de ce projet, du projet Virtua? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est développer tout simplement un traitement manualisé
de développer des outils d'intervention. Parce que pourquoi faire un manuel? Ce n'est pas pour vous donner une recette. Non, je sais que vous êtes tous, pour tous les cliniciens qui ont travaillé à Virtuado, je sais comment tout le monde est compétent, ce n'est pas ça. C'est de vous donner le plus d'outils possible pour que votre vie soit facile. Mon objectif, c'est de vous faciliter la vie. Donc, que les outils soient flexibles, que, ah oui, ça irait avec tel client, ah, il est là. Tu sais, là, qu'on n'ait pas à se casser la tête et puis qu'on ait tout plein de choses pour pouvoir le faire et qu'on sache en plus que ce soit des outils qui sont validés. Et on veut comparer, bien entendu, l'efficacité de ce nouveau traitement avec ce que l'on faisait avant. Quelles sont les étapes de ce projet-là? Eh bien, d'une part, il faut le développer, le traitement. Hein, ça a l'air très facile à dire comme ça, mais ce n'est pas, je vous assure, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail que j'avais un petit peu sous-estimé, mais c'est énormément de travail. Ensuite, on va consulter nos experts et ensuite, on va implanter. Voici quand on développe un traitement manualisé, voici, il y a 2 principes qui guident. Bon, il y en a plus que ça, là, mais il y en a 2, les principaux. Là, puis après ça, j'en ai d'autres et je vais vous nommer. Ici, c'est extrêmement important qu'on continue l'expérience de Virtuado, c'est-à-dire qu'on continue la co-construction. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin de plusieurs d'entre vous. Donc, on est déjà avec notre comité d'experts. On a déjà ajouté, nos cliniciens en font partie. Et puis, on ajoute également nos experts concernés. Donc, c'est une co-construction avec de l'expérience, avec toutes sortes d'expériences, à la fois de chercheurs, à la fois d'étudiants, à la fois de cliniciens, à la fois de ceux qui vivent, qui ont vécu les traitements. Donc, c'est vraiment cette co-construction qui est au centre du traitement Virtua. Et l'autre élément qui est central, c'est la flexibilité. On veut quelque chose de flexible qui va parler et qui va être aidant pour les cliniciens. Voici d'autres principes qui sont importants. On veut, et là je fais un appel à tous et à toutes, si jamais vous avez développé des outils pour travailler avec votre clientèle cyberdépendante actuellement, que ce soit par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux réseaux sociaux, et puis que vous avez envie de nous les partager, envoyez-les nous. Parce que ce qu'on veut, c'est mettre en valeur ce qui a déjà été fait dans le milieu et ne pas réinventer la roue, mais plutôt rassembler. Donc là, on a développé différents termes et on veut utiliser l'outil, par exemple, il y a un excellent outil que l'équipe Maurice Van Mouric et Sarrazin ont développé au CRD d'Estrie. Bien, on va l'utiliser puis on va le proposer aux cliniciens. On va peut-être l'adapter puis on va pouvoir mettre ça en valeur. Un autre outil que, par exemple, le Grand Chemin a développé, eh bien, il va être dans tel module et là, il va avoir, bien entendu, les logos de vos centres et de vos noms. Là, ne vous inquiétez pas, mais on veut mettre en valeur tous les efforts qui ont déjà été faits dans les centres de traitement parce que je sais que vous n'attendez pas après moi pour intervenir, hein, que vous avez déjà réfléchi, que vous avez pensé, puis qu'il y en a qui ont déjà commencé à développer des choses. Donc, on veut mettre en valeur et souligner tout ce qui a été fait. Dans le traitement Virtua, on veut également toujours aborder la question du monde hors ligne et en ligne. On ne veut pas qu'il y ait une dichotomie de c'est pas bon parce que c'est en ligne. Au contraire, on veut que s'il y a des habiletés en ligne qui ont été développées, qu'on puisse faire le transfert vers le monde hors ligne. Et donc, on veut qu'il y ait ce rééquilibre-là et non pas de quelque chose qui est bon, quelque chose qui est mauvais, donc une dichotomie. C'est pour ça que vous allez voir, on va peut-être même aller vers de l'utilisation d'outils numériques avec une parcimonie, là, ne vous inquiétez pas, mais où est-ce qu'on va essayer d'intégrer des éléments parce qu'on ne veut pas, dans notre bureau, passer pour des dinosaures. Hein. On ne veut surtout pas avoir l'air de vieux qui ne comprennent rien et que nos jeunes sont donc fantastiques et qu'eux autres comprennent tout. Ce n'est pas comme ça. En fait, même quand on est très techno, parfois le langage est hermétique des gamers, donc on ne veut surtout pas créer cette dichotomie-là. On veut donc un traitement qui va cibler la réduction des méfaits. On est moins dans un aspect d'abstinence, bien qu'il pourrait y avoir abstinence d'une application, tout à fait, mais on est moins dans cet aspect-là. Vous allez voir, dans les propositions qu'on va faire, il y a des choses qui vont revenir à chacune des séances de traitement. Par exemple, on va travailler certains aspects peut-être en termes de croyances. On va travailler la motivation un peu à chacune des séances. Et puis, il va y avoir des thèmes spécifiques pour approfondir des notions.
Et il va y avoir toujours à chaque fois, à la fin de chacune des séances, des suggestions de podcasts, de lectures, de films pour le client et pour le thérapeute. Enfin, je veux peut-être juste revenir à l'aspect flexible. Le traitement va être flexible en termes de nombre de séances. Hein. Pour l'instant, on voit 8 à peu près séances. Peut-être quelqu'un en fera 12, peut-être quelqu'un en fera 6. Ici, ce n'est pas très ça qui est important. On va proposer un ordre, mais peut-être que vous allez décider de faire la séance 1, la séance 6, la séance 4, parce que c'est là qu'est votre client. Donc, on veut quelque chose où est-ce que vous êtes capable de vous l'approprier, où est-ce que vous allez être capable de l'ajuster aux besoins actuels de la personne qui est en face de vous, à la fois en termes de nombre de séances, à la fois en termes d'ordre, donc des séances, puis à la fois en termes d'exercice. Hein. Il n'y aura jamais l'obligation de faire l'exercice A. Si vous trouvez que ça ne vous dit absolument rien, ça ne va pas du tout dans votre approche, puis pensez que votre client va trouver ça push, bien, vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. On espère toujours de vous en présenter peut-être 2 ou 3 pour que vous disiez, ah, celui-là, il me colle plus, ou je le trouve super intéressant, ou il est plus facile d'approche. Donc, c'est celui-là que je vais faire. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt d'aborder les thèmes, puis peut-être le faire parfois en profondeur et en parlant de justement ces spécificités qui sont au monde hors ligne et en ligne. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement et depuis donc le mois de mai? Donc, on a eu la subvention en 2021, en mai dernier. Ça fait plus longtemps que ça se parle. Puis vous m'avez entendu probablement dire oui, oui, j'ai la subvention, tout ça. Mais non, c'était complexe. Mais là, tout est en ordre, fait qu'on ne va pas parler du passé, on va juste focusser sur le présent. Donc, on a débuté les travaux en mai et un peu comme le projet de Vincent tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? On lit. Hein? On a lu. Enfin, on a essayé de lire tout ce qui avait été écrit sur le traitement et de lire tous les manuels de traitement qu'il y avait ailleurs. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein? En fait, ce que les gens font, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Ils disent on applique un traitement, mais on n'a à peu près jamais de description. On écrit aux auteurs, on n'a pas vraiment reçu de choses. Autrement dit, on a quand même assez peu de données sur lesquelles se fier et sur lesquelles on a décidé de construire le traitement virtuel. On a constitué notre comité d'experts, on a choisi un modèle théorique que je ne prendrai pas le temps de vous expliquer, mais qui va y avoir. Donc, on a vraiment un modèle théorique qui va être expliqué dans le manuel de traitement avec 2-3 pages. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas un chapitre. Là. Je sais que vous n'avez pas toujours le temps de lire, mais il va y avoir, donc, il y a un modèle théorique qui a été choisi. Et je vous dirais, donc, depuis les quelques derniers mois, on développe chacune des séances de traitement. Voici le modèle théorique qu'on a choisi. C'est un modèle biopsychosocial, mais un petit peu plus complexe. Et puis, peut-être qu'un jour, on fera une séance pour vous l'expliquer, mais je voulais juste vous le montrer, là, dire, ben oui, il y a quelque chose en arrière, il y a une compréhension, puis j'espère qu'on va pouvoir tous la partager, puis je vais prendre le temps quand on va avoir développé un petit peu plus notre séance, quand on va être un peu plus loin dans le développement du manuel, pour prendre le temps de le partager pour qu'on développe un langage commun, le plus près de ce qui est pertinent pour vous. Voici un peu à quoi vont ressembler pour l'instant les thèmes que l'on a choisis. On a choisi 8 thèmes. Donc, après la recension des écrits, on a dit qu'est-ce qui est le plus fréquent, quels sont les traitements, là, puis quels sont les thèmes qui vont revenir le plus souvent et qu'est-ce qu'on pense qui est pertinent. Et là, on a sorti ceci. Donc, le premier thème, c'est une sorte de préparation à la réadaptation. Ce premier thème-là est presque tout développé. C'est Sylvière Gagnon qui l'a développé. Puis c'est comment il y a l'évaluation avant, mais ça, on n'en parle pas. Là, je pense que une fois qu'on a notre évaluation faite, comment on va préparer au changement? Donc, sur quoi va-t-on travailler? On va préparer l'usager, peut-être avoir des symptômes de sevrage. Qu'est-ce que c'est? On va commencer à nommer des choses avec la personne, à nommer aussi les objectifs qu'il souhaite atteindre pour le préparer aux prochaines séances. Donc, ça, c'est vraiment notre premier aspect. On va travailler aussi une analyse fonctionnelle, un peu comme on le fait, hein, pour mieux comprendre quels sont les enjeux pour avoir une meilleure et pour que le client ait une meilleure compréhension de ce qui se passe. Il va y avoir un module sur la motivation et le changement là, qui va être un peu plus lourde, pas lourde, là, mais plus en profondeur. Fait que même si on commence à en parler en séance 1 ou 2, en séance 3, il va y avoir peut-être un accent qui est mis. Il va y avoir un module assez important
sur le développement de l'autocontrôle. Et ça, c'est Lucie qui est en train de le développer parce qu'il y a tout l'aspect avec un peu les liens avec la neuro qui va être abordé. Donc, de l'autocontrôle, mais c'est sûr qu'on ne devient pas des neurologues, mais peut-être avec juste peut-être des petites références pour que le clinicien se sente équipé pour pouvoir travailler l'autocontrôle qui est très important. Il y a tout un module sur la gestion de l'émotion qui va être, qui est vraiment au cœur aussi de notre traitement, qui est à développer. Il y en a un sur la résolution de problèmes et il y en a un sur le développement des habiletés sociales. Donc, voilà pour chacun des modules. Ou est-ce que dans chaque module, là, vous ne voyez pas très bien, mais je ne voulais pas vous montrer tous les modules. Ici, vous voyez que chaque module a des objectifs. Et il y a des choses, et il y a des items qui vont être transversaux. C'est-à-dire qu'on va toujours travailler sur les croyances. Il va toujours y avoir un peu de travail sur la motivation. Il va y avoir un travail plus important, voyez-vous, sur l'estime de soi là, à partir de la séance 3, où est-ce qu'on va mettre l'accent. Et puis, il y a des choses, des fois, qu'on va amorcer. Par exemple, on va commencer à parler de l'autocontrôle en séance 1, puis on va y revenir dans le module 4. Donc, il y a comme un accent. On amorce des fois des choses en séance 1, on amorce beaucoup de choses. On va parler des activités alternatives, on va parler de la gestion émotionnelle, et puis on va y revenir, donc, des fois, un tout petit peu plus tard. Donc, voilà pour notre séquence actuellement qu'on est à développer. Là. Et je vous dirais, les 3 premiers modules sont extrêmement avancés. Les modules 4 et 5 aussi commencent à bien avancer. Et puis, il y en a 2 qui sont très peu avancés. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année et pourquoi j'ai besoin de votre aide? Eh bien, présentement, nous sommes à faire la demande éthique pour pouvoir parler, pour pouvoir commencer le projet et puis commencer à recueillir des données pour notre groupe contrôle. Dans quelques semaines, je vous dirais, ou dans le pire en janvier, on va vous contacter tout le monde et s'il y en a qui veulent envoyer tout de suite leurs coordonnées pour participer avec nous à ce projet-là, n'hésitez pas. On va contacter les centres parce qu'on a besoin, vous vous souvenez, j'ai besoin de regarder 2 groupes. Je vais étudier donc 30 jeunes qui avaient le traitement comme avant, puis je vais en étudier 30 qui vont avoir le nouveau traitement, qui vont avoir Virtua. Mais mon groupe contrôle, comment je vais le trouver? Bien, je vais le trouver, là, il faut que je commence à regarder ce qui est fait parce qu'une fois qu'on va implanter notre traitement, ce n'est pas là que ça va se jouer. Donc, il faut que mon groupe contrôle soit recueilli avant qu'on implante notre traitement. Et on va implanter quand notre traitement? Bien, moi, je pense que l'automne prochain, à cette même date-ci, on va commencer l'implantation. Je l'espère. Donc, moi, cet hiver, demandez-vous même pas ce que je vais faire. Je vais écrire. Je vais écrire le manuel. Donc, les modules sont faits. Maintenant, il va me rester, moi, à les mettre tous ensemble puis à écrire pour que ce soit facile pour les cliniciens. Donc, d'ici, où est-ce qu'on en est? D'ici, je vous dirais, pour l'instant, on est en éthique. D'ici à l'été, on va recruter notre groupe contrôle partout dans tous les centres de traitement qui ont envie de participer. On va bien entendu rédiger le manuel. Puis l'été prochain, je vais aller dans des conférences et je vais en profiter pour discuter avec mes collègues européens pour dire, bien, voici, regardez ce qu'on a fait, qu'en pensez-vous? Et l'automne prochain, donc octobre prochain, j'espère faire la formation de tous les cliniciens qui le souhaiteront pour pouvoir implanter le traitement Virtua dans tous les centres participants. Alors que nous avons eu, je crois, 16 cliniciens pour Virtuado, on avait, je pense, 11 centres de traitement. Eh bien là, le Québec, toutes les gens, parce qu'il y avait malheureusement des centres qui n'avaient pas pu participer, là, tous les centres qui vont souhaiter le faire vont pouvoir le faire parce que notre certificat d'éthique va le permettre. Donc, de la Côte-Nord au Saguenay, en Gaspésie, en Abitibi, en Mauricie, en Estrie, Québec, Montréal, Lanaudière, Outaouais, les Hautes-Laurentides, vous êtes les bienvenus. Ça me fera grand plaisir. Et plus on sera de fous, plus on aura du fun. Hein? Plus on va apprendre ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir pour mes cliniciens? Eh bien, c'est sûr que les cliniciens vont travailler puis vont implanter le traitement,
Mais il va également y avoir pour vous, mais il va y avoir une journée de formation qui va être super. Il va y avoir de la supervision clinique aussi avec Valérie, avec Sylvie, avec moi, une fois par mois. Il va y avoir une aide en tout temps, une ligne 1-800 Help Me ou 1-800 Hey, j'ai des questions qu'un membre de notre équipe va répondre. Il va y avoir une communauté team et surtout, donc, on va faire une journée d'analyse, probablement, j'ai écrit en 2022, probablement plutôt en 2023, en janvier, pour dire, voici maintenant tous les résultats, qu'en pensez-vous, pour qu'on puisse modifier ensemble et qu'on puisse modifier la dernière version du traitement. Donc, je vais terminer en disant, Virtua, c'est un super projet. C'est un gros projet, c'est un projet excitant, un peu anxiogène quand on doit le développer. Il y a beaucoup d'étapes, mais je pense que c'est un projet qui va aider. En tout cas, moi, j'ai vraiment un souhait que ça aide les équipes cliniques. Mais c'est un projet d'équipe. Et j'ai absolument besoin de mes cliniciens pour continuer à m'aider, de mes chercheurs, de mes jeunes chercheurs, de mes experts internationaux et bien entendu de mes experts concernés parce que plus on est nombreux et meilleur, je crois que ça va être. Donc, en attendant, moi, ce que j'ai besoin de vous, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez contacter mon coordonnateur, Stéphane Cyr Desjardins. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Si vous avez des outils que vous trouvez fantastiques, dont le fun, pertinent, vous me les envoyez, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez les envoyer à Valérie ou à Stéphane pour dire oui, voici, puis on va vous contacter pour pouvoir les intégrer dans nos modules. Et donc, mon objectif, c'est que le plus de gens participent pour que ce projet-là soit le plus motivant et qui soit utile pour la clinique. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et je suis prête maintenant à répondre à toutes vos questions. Oui, merci Magali. On a une première question qui est en lien avec les statistiques qu'on présentait au départ. Donc, la statistique de prévalence, qu'on disait que ça avait augmenté de 1,3 à 3 %. Est-ce que ça concerne uniquement les 15-25 ans ou la population générale? C'est une excellente question. Nous n'avons aucune donnée sur la population générale de combien, quelle est l'ampleur du problème. Cette donnée-là ne représente non pas les 15-25, mais bien les 15-18. C'est les secondaires 3. Donc, c'est les populations, la moyenne d'âge de ces deux projets-là, auprès de 4 000 jeunes les deux fois, ils ont 15 ans. Donc, c'est vraiment nos 15 ans secondaires 3, là, vraiment adolescents, donc qui est une des populations les plus à risque. Mais vous avez tout à fait raison de me poser la question de dire, oui, mais qu'en est-il de la population générale? Bien, j'aimerais ça vous répondre, mais je ne le sais pas, parce qu'il n'y a jamais eu d'études épidémiologiques pour ça. Donc, on n'a pas d'idée. On pense que c'est à peu près comme ça, mais on ne le sait pas. Il y a eu une étude qu'on a faite avec Capsana chez les ados, les jeunes adultes, donc 18-25, puis on leur demandait, ah oui, est-ce que tu es préoccupé par ton utilisation des écrans? Et on avait 6 qui nous disaient, je suis beaucoup préoccupé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un problème qui atteint le seuil clinique. Hein. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'ils sont beaucoup préoccupés et qu'ils ont envie de changer. Bon, ça veut dire peut-être qu'ils ont besoin de soutien, mais ça ne nous dit pas, la prévalence du problème. On a une autre question ici de Marie-Claire Roberge qui forme les intervenants de première ligne avec le débat Internet. Et elle entend le commentaire, là, il y a plusieurs intervenants qui se questionnent pourquoi on ne rentre pas la pornographie dans le fond, pourquoi ça serait une exclusion pour les services et pour le traitement. Mais en fait, la pornographie, c'est que quand on va parler de cyber, on va parler des applications, jeux vidéo, réseaux sociaux, YouTube. Pourquoi la pornographie n'en fait pas partie? Parce qu'il existe, il y a des diagnostics spécifiques pour la pornographie qui s'appellent les paraphilies. Autrement dit, le voyeurisme, le frotteurisme, tout ça, ce sont des spécialités en sexo. Et donc, on ne voulait pas mélanger des diagnostics qui existent déjà dans la sexualité avec quelque chose qui est quand même assez différent. Donc, de regarder pour la pornographie, ce n'est pas de la dépendance en termes de, comme on va le voir avec les jeux vidéo. Et donc, c'est des choses quand même assez différentes. C'est pour ça qu'on l'a exclu. Par contre, je comprends bien l'intérêt et il pourrait peut-être y avoir, peut-être qu'on pourrait en parler avec Mathieu Goyette,
quelque chose par rapport aux paraphilies. Donc, les paraphilies, là, c'est des diagnostics par rapport aux problèmes sexuels. Hein. Si la personne perd le contrôle dans le voyeurisme, ça existe déjà, ça a déjà été documenté, c'est juste qu'on ne l'avait pas nommé comme ça. Puis là, peut-être que Mathieu qui est plus en sexualité, pourrait peut-être travailler un petit peu là-dessus. Peut-être qu'on devrait avoir des outils pour justement travailler les problèmes sexuels ou les déviances sexuelles, c'est comme ça que ça s'appelle, là. Peut-être qu'il devrait y avoir des outils qu'on a en clinique pour pouvoir s'assurer de cet aspect-là. Mais c'est pourquoi ça n'a pas été mélangé avec la cyber. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas, vous avez peut-être vu des jeux d'hasard et d'argent, parce que dans les jeux d'hasard et d'argent, eh bien, il y a déjà un diagnostic, hein, le trouble de jeu d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'être le plus pur possible. Donc, quand même, ce qu'on dit, c'est que ça ne fera pas partie des inclusions là, pour le traitement Virtua qui s'en vient. Ça ne fait pas non plus partie de l'offre de service dans les CRD. Alors, peut-être qu'il va y avoir éventuellement un ajout, mais on peut pas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas prévu en ce moment. L'autre question, c'est est-ce que vous vous êtes intéressé à la manière de convaincre un usager à participer au traitement? Eh bien oui, tout l'aspect motivation est abordé. Ça va être abordé dans le traitement. Vous allez voir, il va y avoir des stratégies nommées pour parler de ça. Il va y avoir également des éléments, par exemple, pour peut-être être plus flexible dans le cadre thérapeutique, et non pas qu'on va faire ça n'importe comment, là, mais peut-être qu'il va y avoir, on va suggérer parfois peut-être des séances en ligne, il va y avoir peut-être des ajustements pour pouvoir faciliter et aider à créer le lien. Par ailleurs, c'est sûr que, voyez-vous, Virtua, c'est le premier morceau. Hein? Il va y avoir des ajustements, il ne va pas être parfait, il va peut-être y avoir des bonifications à y avoir dans les autres années. Puis c'est un budget restreint, Virtua. Il n'y aura pas de travail beaucoup avec la famille qui va être fait. Il va y avoir des éléments, mais ce ne sera pas un traitement de famille parce que ce n'était pas ça le mandat. Puis il fallait que tout le monde dans la province puisse l'appliquer. Alors, ce n'est pas la stratégie pour tout le monde de travailler avec la famille. Mais on sait que les proches influencent beaucoup l'accès au traitement et j'ai une de mes étudiantes qui probablement va faire sa thèse là-dessus. Donc, je pourrais vous dire, ce n'est pas tout à fait Virtua, ça va peut-être être un petit morceau satellite à côté de Virtua, mais j'espère de pouvoir vous donner un petit peu quelque chose dans les prochaines années là-dessus. Je me permets aussi de peut-être faire un petit ajout à ce que tu disais, Magali. On parle de flexibilité beaucoup, mais je trouvais intéressant aussi l'idée qu'on a réfléchi à mettre en lumière aussi les éléments qui vont être importants, hein? Ce qui va être le core, si on veut, du traitement, de dire ça, par exemple, on veut absolument que ça fasse partie des éléments qui vont être traités en clinique parce qu'on va être capable de mesurer l'efficacité du traitement qu'on va offrir à ces usagers-là. En fait, merci Valérie, c'est la difficulté de cet équilibre entre rigueur et flexibilité. Et donc, il faut essayer d'atteindre pour pouvoir dire oui, voici, si tout le monde fait tout ce qu'ils veulent en clinique, on ne pourra pas dire que notre traitement fonctionne, puis en même temps, on veut s'ajuster quand on a le travail en clinique. Fait que c'est tout cet équilibre-là qu'on tente, puis on essaie vraiment de dégager pour vous ce qui est le plus utile. Donc, voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres questions, mais il y avait une question au départ qui a été répondue. Ça me permet juste de faire un petit rappel là, que la présentation a été enregistrée et va être déposée sur la page de l'Institut universitaire Indépendance, là, la page YouTube, pour ceux qui ont manqué un bout ou qui voudraient le partager à d'autres. Eh bien, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence. C'est un plaisir d'avoir pu être avec vous ce matin et j'espère de vous revoir en personne pour ce beau projet. Merci beaucoup.